l'évolution de la dernière crise en RCA a rendu encore vulnérables de femmes et de filles à de multiples formes de violence, notamment de violences physiques, de violences affectives, de violences émotionnelles, de violences économiques. Aujourd'hui, partant des évaluations que nous avons réalisées, surtout dans les sites de déplacés, dans de différentes préfectures où nous travaillons, les femmes et les filles nous ont laissé entendre que, voilà, ils courent le risque, par exemple, d'aller chercher des bois de chauffe, n'est-ce pas? S'ils doivent se déplacer, prendre de longues distances, ils peuvent se faire attaquer. Des femmes, comment dirais-je, vivent dans des conditions difficiles dans des sites de déplacés. Imaginez-vous que, voilà, on peut prendre 5, 6 familles, on les met dans une même tente. Donc la question de proximité, la question d'intimité même de ces filles et des femmes se pose à ce moment-là. Ce que nous voulons demander, c'est aussi la sécurité et la sûreté des actions humanitaires. Parce qu'avec la situation actuelle, il y a des sites où on ne peut pas accéder au moment où il y a des besoins dans ces sites-là. Et les femmes et les filles ont besoin de notre assistance. Mais on ne peut pas accéder à ces sites-là parce que la situation sécuritaire ne le permet pas. Donc à cela aussi, nous devons voir avec la communauté internationale, peut-être avec Sangaris qui est là, avec la mission des Nations Unies qui arrive, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accompagner ou d'escorter des convois, par exemple, de vivres qui arrivent pour les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de sécuriser, par exemple, des bureaux de humanitaires? Parce que chez moi, par exemple, notre bureau a été plusieurs fois visité par des groupes armés. Ils ont apporté l'argent, ils ont apporté des véhicules. Donc, tout ça, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi sécurisation, n'est-ce pas, de nos interventions ou des humanitaires pour les permettre à nos bénéficiaires, en fait, d'accéder aussi à nos différents services. On a déjà commencé l'activité avec la clinique mobile. C'est surtout dans notre site de nord-ouest du pays, à Bokaranga, où on continue toujours à travailler avec des cliniques mobiles. En fait, lorsqu'on se déploie avec la clinique mobile, il n'y a pas seulement le service médical qui est là. Donc, il y a aussi des services de prise en charge psychosociale. Parce qu'il y a des cas que, pendant qu'on se déploie, il y a des cas que nous identifions. Et des cas qui nécessitent un soutien psychosocial. Par exemple, la nuit, les femmes ne peuvent pas aller faire le petit besoin parce que d'abord, les latrines, ce sont des latrines communes, c'est-à-dire c'est pour les hommes et pour les femmes, ce sont des latrines qui ne sont pas séparées. La question d'éclairage qui se pose. Donc, ce qui veut dire que ces femmes-là ne peuvent pas aller la nuit, ne peuvent pas se promener la nuit. Mais IRC a essayé un peu, lorsque IRC avait donné à ces femmes-là des kits de dignité, dans les kits de dignité, il y avait aussi le bassin, les seaux. Et ces femmes-là, ils ont adopté maintenant un mécanisme de protection, comme quoi ils utilisent ces seaux-là pour faire pipi, voilà, au lieu d'aller à l'extérieur la nuit, elles préfèrent faire le pipi avec le seau-là. Oui, ça réduit plus ou moins le risque d'exposition de ces femmes. Voilà. Dans le kit de dignité, il y a plusieurs items. Donc, je peux dire la moyenne pour un kit de dignité, un kit de dignité plus simple, parce que si on doit constituer vraiment un grand kit de dignité, ça peut nous prendre même dans les $50. Mais vu le moyen que nous avons, je pense que le kit de dignité que nous avons, c'est entre $25 et $30. Parce qu'on met seulement, on ne met pas vraiment les 3 pièces de panne, par exemple. On devait mettre les 3 pièces de panne. Comme les moyens sont limités et qu'on doit servir à un grand nombre aussi de femmes, on fait, par exemple, on achète un pagne à 3 pièces. On est obligé de couper ça et de dégager 3 pièces pour mettre dans chaque kit